Bonjour à tous les petits cinéphiles qui nous regardent, bienvenue. Oui, je sais, les vacances ont été longues, j'en ai profité. Beaucoup, au point de ne plus rien faire pendant près de 10 mois. Pas besoin d'en rajouter, je ne faisais que terminer ta phrase. Rien de plus. Bon, reprenons. Je vous ai parlé de la création, de la musique. Désormais parlons d'un géant du cinéma. Hulk. Celle-là, je te l'accorde, elle était marrante. Yes! Je vous situe dans le contexte. Le cinéma venait de naître en 1895 et il fascinait déjà de nombreuses personnes. Cet univers venait de rendre célèbre Georges Méliès qui est apparu au début du cinéma ou encore Charlie Chaplin arrivé au début du XXe siècle. Mais dans tout ce monde d'images animées se cache un jeune homme voulant faire de même. Walt Disney. Mon cher ami Walt ici présent est né le 5 décembre 1901 à Chicago, ayant toujours réalisé des films et recherche de nombreux emplois dans le cinéma, dont un à côté du grand Charlie Chaplin. Il trouve alors un emploi au Pestman Rubin Commercial Art Studio, où il devra réaliser la couverture du programme hebdomadaire nommé Newman Theater. Dans ce nouveau travail, il rencontrera Ub Iwerks, qui se nommera plus tard Ub Iwerks. Je le comprends. C'est compliqué à dire. Walt et ce dernier fondent alors Iwerks Disney Commercial Artists. Cependant, la société ne fera pas long feu et le duo sera vite engagé par la Kansas City Film and Company, une société de films publicitaires. Malheureusement, la routine commence à ennuyer Walt qui dessine ses propres films et qui la vend à Newman Theater Company. Ces derniers, ne durant qu'une minute, plaisent beaucoup au public avec ses critiques traitant des problèmes locaux. À partir du 23 mai 1922, Walt lance sa société Loves O'Graham Incorporation. Cette société fera par la suite des courts-métrages animés tirés des contes de fées populaires. Il y retrouvera Ub Iwerks, son ancien collègue. Les courts-métrages fonctionnent dans la région de Kansas City malgré les coûts conséquents face aux revenus. Une société nommée Pictorial Club leur propose un contrat de 11 000 $ pour réaliser plusieurs films. Mais après avoir réalisé ces plusieurs films, ils ne seront pas payés pour cause de faillite de leur partenaire. En 1923, Roy Oliver, frère de Walt, lui propose de venir à Hollywood. Disney accepte et devient photographe indépendant pour récupérer des fonds pour partir là-bas. Il part alors pour Hollywood, laissant son équipe derrière lui, lui promettant de l'emmener plus tard. Arrivé à Hollywood, Walt monte une société d'animation avec son frère Roy. Et c'est alors qu'écrit la Disney Brothers Studio dans le garage de leur oncle. Le 16 octobre 1923, Disney signe un contrat pour réaliser 12 films. Les studios Disney sont alors créés ce jour même, le 16 octobre 1923. Le 6 juillet 1925, Walt sort du garage de son oncle pour acheter un grand terrain pour amener tous les animateurs. Je regarde l'horizon. Non, en fait, je regarde le mur. En 1926, la société Disney Brothers Studio est renommée Walt Disney Studio. Walt a même avoué ne pas être un bon dessinateur. Il a même avoué ne pas avoir participé à un seul dessin, mais plutôt s'être consacré aux idées. Walt voulait dessiner un personnage proche d'Oswald. Oswald venait de l'animation Le Lapin Chanceux, qui était une animation ancienne du studio. Il réalise alors le dessin d'un personnage proche d'une souris, dessin qui sera peaufiné par la suite par notre cher Ub Iwerks. Personnage tel qu'on le connaît aujourd'hui Mickey Mouse, aussi appelé auparavant Mortimer Mouse. Le personnage apparaît dans un court-métrage appelé Plane Crazy, qui est un film muet. À l'automne 1927, la société de production Warner Bros va sortir un film qui va révolutionner le cinéma. Le chanteur de jazz, film innovant le cinéma allant de muet à parlant. Le film, considéré alors comme la naissance de Mickey Mouse, Minnie Mouse et Patibulaire, est alors le film Steamboat Willie, un succès pour Disney. Plus les années passent et plus Mickey devient une star internationale. Et les succès sont de la partie pour Walt Disney. À partir de 1935, le film Blanche-Neige et les 7 nains est produit. À sa sortie le 21 décembre 1937, le public lui donne une standing ovation. Une ovation debout. Bravo. Un succès quoi! Ah oui, je le savais. Blanche-Neige est le premier long métrage de Disney et il devient le film le plus rentable de l'année 1937 car il rapporte plus de 8 millions de $ de l'époque. Bah, c'est pas beaucoup. 8 millions de $ de l'époque, c'est l'équivalent de 98 millions de $ aujourd'hui. Ah, d'accord.
Bah c'est toujours pas beaucoup. Entre 1939 et 1940, le studio Disney qui vient juste d'achever Pinocchio travaille sur Fantasia et Bambi. Cependant, les deux films sont des échecs commerciaux malgré l'acclamation du public. C'est dommage. La raison même de ces échecs, c'est la Seconde Guerre mondiale qui empêchera de rapporter de l'argent. Fantasia, quant à lui, est qualifié de chef-d'œuvre et qui donne au studio une reconnaissance artistique. Devant revoir sa stratégie commerciale, Disney ressort Blanche-Neige avec succès, ce qui crée une tradition de réédition tous les 7 ans. Au fil des années, le studio retrouve assez d'argent pour produire Alice au Pays des Merveilles, Peter Pan ou encore reprendre la production de Cendrillon. En 1946, le médecin de Disney lui demande de trouver un hobby. Le hobby de Disney étant la création de trains miniatures. Et plus les années passent et plus le studio grandit. Ses produits dérivés se vendent comme des pipas. Walt crée Walt Disney Enterprise qui va s'occuper des produits dérivés et Walt Disney Music Company. Cendrillon, Alice et Peter Pan sortent en 1950, 1951 et 1953. Est-ce que vous vous souvenez du hobby de Walt, les trains miniatures? Eh bien, le 17 juillet 1955, le premier parc Disneyland ouvre en Californie. En 1966, la santé de Walt se détériore. En effet, un cancer du poumon lui est diagnostiqué. Le géant du cinéma meurt le 15 décembre 1966. J'ai une anecdote. Mais t'es sérieux? Je parle du décès de l'une des plus grandes célébrités ayant marqué le cinéma, et tu me coupes? Bah, j'ai une anecdote, je fais mon travail, moi, j'y peux rien. Je fais mon travail, j'y peux rien. La mort de Disney arrive en décembre 1966, mais sans cérémonie funéraire, ce qui engendre des rumeurs Hollywood qui disent que le cinéaste aurait été cryogénisé, comme il l'avait souhaité. Bon, j'avoue, ton anecdote était sympa. Après sa mort, le nom de Walt Disney devient une marque déposée. La société devient une multinationale multimilliardaire dans le domaine de la télévision, le cinéma, destination de vacances ou encore d'autres domaines comme la musique. Aujourd'hui, il existe 4 complexes de vacances, 11 parcs à thème, 2 parcs aquatiques, 32 hôtels, 8 studios de cinéma, 6 labels de disques et 11 réseaux de télévision par câble. Malheureusement, à la fin du XXe siècle, les succès se font rares, obligeant à fermer les studios de Paris et de Orlando. Après le rachat de Pixar en 2010, John Lasseter, devenant directeur de l'animation, décide de relancer l'animation traditionnelle en sortant en 2010 La Princesse et la Grenouille. En conclusion, en regardant vers le passé, l'Empire a grandi d'année en année. Tout ça alors que Walt était parti de rien. Tous ces studios, tous ces films, tous ces succès, toutes ces récompenses. Aujourd'hui, en regardant vers le passé, on peut se dire « Waouh !» En regardant vers le passé, avec toutes ces émotions, toutes ces variétés, toutes ces animations, tous ces sourires, tous ces enfants ayant grandi dans cet univers, toutes ces étoiles dans nos yeux. En regardant vers le passé, Walt, tu peux être fier de toi. Ah, ça faisait tellement longtemps!